moment, Ben, dans le film, parle des textes sur l'œuvre de Pinoncelli. Il y a l'acte, et puis après, il y a tout ce qui est dit derrière. Il parle de couches et de surcouches. Et moi, j'avais envie de savoir, est-ce que Pierre Pinoncelli donnait des textes comme ça aux journalistes, aux forces de l'ordre? Parce que quand même, on a affaire à des policiers qui savent très bien parler de l'œuvre de Pierre Pinoncelli. On a des témoins qui savent exactement quoi raconter. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a un infratexte? Est-ce qu'il y a des textes diffusés? Et est-ce que vous en avez? C'est vrai que l'écriture de Pinoncelli est importante, et c'est même une part de son œuvre que j'ai pas mise dans le film. Le film n'est pas exhaustif. D'abord, il y a des performances de Pinoncelli qui ne sont pas dans le film, même certaines pour lesquelles j'avais trouvé des témoins, des archives, j'avais même monté, comme par exemple la performance qu'il a faite au cimetière de l'art de Noléval. Mais pour des raisons d'équilibre du film, avec mon producteur Gilles Couder, on a choisi par exemple de mettre ça en bonus sur le DVD, pour avoir un équilibre pour le film. Donc il n'est pas exhaustif pour les performances, il n'est pas exhaustif non plus pour les œuvres plastiques. Là vous avez une de ces dernières séries, La naissance de Dada par exemple, il n'en est pas du tout question dans le film. Et il n'est pas non plus exhaustif pour son écriture. Et c'est vrai que Pierre, il a écrit d'abord beaucoup de textes sur ses performances qu'on trouve dans des catalogues. Il a écrit une quantité de lettres absolument faramineuses, parce que j'ai rencontré beaucoup de témoins qui m'ont dit « mais j'ai un dossier comme ça, Pinoncelli, avec plein de lettres ». Effectivement, moi-même, j'ai beaucoup correspondu avec lui de manière épistolaire, parce qu'il n'utilisait pas Internet, et moi, j'aime pas trop le téléphone. Donc en fait, depuis 2010, on s'est écrit avec Pinoncelli, qui nous a quittés il y a bientôt 2 ans, une quantité incroyable de lettres. On avait une correspondance comme ça, dans laquelle je l'informais de mes avancées, je lui posais des questions quand j'avais des incertitudes sur certaines choses, etc. Donc il a écrit énormément de lettres, et il a écrit aussi une pièce de théâtre et 2 romans. Et la pièce de théâtre, personne l'a lue en fait, mais elle existe. J'ai vu le manuscrit, et il a intitulé Dieu est-il cancérigène? Donc ça, c'est sa pièce de théâtre, et c'est 2 romans. Il y en a un qui est écrit à la première personne, où il est un chien, et c'est Moi Médor quelque chose, je ne me rappelle plus le titre exactement. Et le deuxième, en fait, je vais vous dire d'abord pourquoi il a écrit le deuxième, c'est que les historiens de l'art s'interrogent finalement sur le début de la performance. Qui étaient les premiers performeurs, quels étaient les premiers happenings, etc. C'est pas évident en fait comme réponse, parce qu'il y a différentes choses à différents endroits, etc. Il y en a qui parlent des dadaïstes, et puis il y en a qui font remonter à des choses plus anciennes. Donc moi à un moment j'ai demandé à Pinoncelli, pour toi c'est quoi le début de la performance? Et il m'a dit, pour moi le premier performeur de l'histoire de l'art, c'est il y a 2000 ans, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ parce qu'il s'est fait crucifier, c'était comme une performance. Pour lui, c'était le premier performeur de l'histoire de l'art. Et donc, le roman qu'il a écrit, c'est l'histoire de Jésus en tant que performeur à la première personne. Donc, ça s'appelle « Moi, Jésus, fils de God et enfant de Marie ». Et ça non plus, c'est un truc que personne n'a lu pour l'instant, mais j'espère qu'un jour, il sera publié, il va sortir. Donc oui, il y a beaucoup d'écrits de Pinoncelli et un petit peu moins sur Pinoncelli, mais j'espère que ça va se développer aussi. Il se joue quelque chose d'assez précis dans les procès qui sont faits à Pierre Pinoncelli, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une œuvre. Et vous l'avez fait notamment avec un artiste qu'on connaît bien ici au Générateur, qui s'appelait Alberto Sorbelli. Voilà. Oui. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour cette invitation, Romain. Merci à Anne Dreyfus aussi et à l'équipe du Générateur pour avoir organisé cet hommage à Pinoncelli. Moi, je suis content de voir à la fois l'œuvre plastique, graphique, le film de Virgile, que j'aime beaucoup, pas parce que je suis dedans, mais vraiment parce qu'il est très beau. Il n'est pas exhaustif, mais le DVD, effectivement, les bonus permettent d'en apprendre plus. Et puis de cette discussion à laquelle vous m'invitez. Moi aussi, j'ai un dossier comme ça avec Pinoncelli. Je veux le dire, de correspondance, avec beaucoup d'images qu'il m'a envoyées et des tas d'annotations et dans tous les sens, notamment dans la période des démêlés avec le centre Pompidou, qui a été une affaire assez compliquée judiciairement, où le centre Pompidou a hésité, on le voit dans le film, avec plein de positions, poursuivre, pas poursuivre, demander de dommages et intérêts, pas demander de dommages et intérêts, enfin c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que
Moi, ça m'intéresse évidemment toujours. Ça ne me nourrit pas toujours très bien, d'ailleurs, de défendre des performances. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus lucratif, mais ce qu'il y a de plus intéressant intellectuellement. Alberto Sorbelli, comme Pierre Pinoncelli, ont posé des questions qui restent importantes sur est-ce qu'une performance est une œuvre d'art. On revient de loin. On a l'impression que tout ça est très ancien et que ça a été acté au motif que ça existe dans un lieu comme ici, que ça existe dans des galeries, que ça existe dans la vie des artistes. Mais entre le procès de Brancusi, qui permet de reconnaître une sculpture abstraite comme une œuvre d'art, et aujourd'hui, il s'est passé des décennies pendant lesquelles les performeurs, les artistes, étaient considérés comme des délinquants et rien d'autre. Leurs œuvres ils étaient arrêtés et leurs deux œuvres n'avaient aucun statut au sens juridique, légal, et les institutions ne se privaient pas pour faire condamner, détruire et ainsi de suite. Moi, je me suis retrouvé saisi par Alberto Sorbelli qui avait fait une performance. Alors Alberto Sorbelli, même s'il est venu ici, qu'il est même en photo, j'ai vu dans le hall d'accueil, et qu'il a envoyé une bordée de lettres d'injures il y a 2 jours à Virgile, qu'il l'a invité, mais comme c'est Alberto Sorbelli, qu'il a un tempérament particulier, ça m'a fait rire, il m'a envoyé copie de la correspondance dans laquelle il engueule Virgile en disant « c'est bien de m'inviter maintenant, il aurait fallu m'inviter avant », enfin bref. C'est un garçon qui a un certain caractère. Pour vous donner une idée, là, moi je suis intervenu devant la cour d'appel de Paris parce qu'il avait fait une performance devant la Joconde, dans la salle de la Joconde, un mardi, jour de fermeture du musée, parce que si vous y allez, ça m'est arrivé la semaine dernière, par hasard, je suis passé à côté de la salle de la Joconde, je voyais l'exposition sur le musée de Naples. Et il y a une émeute, vous ne pouvez même pas approcher ou rentrer dans la salle, il y a 400 personnes en train de se battre derrière des corridors, enfin dans des couloirs, pour approcher la Joconde. Alors Alberto a eu l'autorisation un mardi, le jour de fermeture, en tant qu'ancien étudiant des Beaux-Arts de Paris, en disant qu'il allait faire des dessins ou quelque chose, une sorte de copie d'œuvre. Et puis, il le fait dans cette performance, il se travestit, il s'habille en femme, il a des porte-jartelles. On le voit, c'est assez beau parce que derrière, il y a une visite du ministre du Pérou, d'un ministre péruvien qui passe avec une délégation officielle. Il y a des tableaux qu'on transporte pour les nettoyer, etc. Enfin, il y a tout un mouvement. Et puis, à un moment, Alberto s'est entièrement transformé et il est en tapin. Enfin, pour lui, il est comme une prostituée très, très rutilante et il s'approche pour faire l'amour ou se prostituer devant la Joconde. Alors évidemment, étant donné le luxe de sécurité qu'il y a en temps normal autour de la Joconde, les choses dégénèrent et les gardiens se jettent sur lui pour l'arrêter comme si... voilà, et ça part en sucette, entre guillemets, et ça s'est retrouvé au commissariat de police. Alberto en a fait d'autres comme ça. Il se fait casser la gueule devant l'Annonciation à la Vierge de Léonard de Vinci au musée des Offices de Florence. Il s'est fait également casser la gueule au Guggenheim lors d'un vernissage avec des complices filmés pour filmer aussi la réaction des gens. Face à ça. Aux offices, c'est très marquant. On voit tous les touristes qui s'arrêtent, les gardiens qui hésitent, et puis finalement les carabiniers qui arrivent, ainsi de suite. Voilà. Donc moi, comme avocat, j'ai eu beaucoup à faire à Alberto. J'ai toujours affaire avec Alberto. Et on s'est retrouvés dans un débat assez compliqué où on a réussi, je vous en passe les détails, mais à faire juger, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, que l'œuvre d'Alberto était une performance, et la performance était une œuvre d'art, et on l'a fait inscrite en tant que telle dans la jurisprudence qui fait désormais autorité. Ce qui a permis de changer quand même un certain nombre de choses dans les rapports de force qui peuvent se situer entre, par exemple, le Centre Pompidou et Pierre Pinoncelli, entre Alberto Sorbelli et le Musée des Offices, entre... voilà. Ça, c'est une chose qui m'intéresse moi beaucoup. Et évidemment, on a besoin de moi comme avocat, entre guillemets, dans ce genre d'activité. La semaine dernière, vous avez peut-être remarqué, il y avait l'arrêt ou le jugement dans l'affaire Pawlenski. Qui m'intéresse, Piotr Pawlenski, vous voyez. Alors après, on peut avoir tout un débat pour savoir si c'est de l'art, pas de l'art, mais moi, ça m'intéressait quand même. J'aime bien Piotr Pawlenski, que je connais depuis longtemps. L'artiste qui avait brûlé une banque. Pardon, oui, qui s'est notamment cloué à certains endroits, qui défendait les puces iraniennes, et qui était jugé pour avoir fait utiliser la vidéo intime, entre guillemets, de Benjamin Griveaux avec sa compagne. Voilà, donc c'est un champ, la performance, qui interroge le juriste, qui interroge le statut des œuvres d'art et qui confronte les institutions qui accueillent l'art à leurs propres limites ou à leur propre acceptation
Voilà. Il y a, et je te termine là-dessus, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais ça m'intéresse beaucoup en ce moment de regarder. Alors on peut discuter là encore de art ou pas, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est le droit. Mon propos, c'est comme écrivain, c'est autre chose, mais comme avocat, c'est le droit. Et ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le mouvement des écolos radicaux dans les musées. Voilà, venant s'en prendre à des œuvres d'art, maculant les vitrines, etc. Et la réaction des institutions face à ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui font ça disent qu'ils font une performance. C'est pas uniquement qu'ils font du militantisme. Ils utilisent le vocabulaire de la performance. Et moi, je serais bien en peine ou je serais le dernier habilité à juger ou à dire ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois cette espèce de confrontation. Et Pinoncelli avait compris ça le premier, je pense. En tout cas, d'après moi, très en amont, dans toute la série de performances qu'il fait, en s'en prenant des institutions, la banque, la police, et évidemment ensuite le musée. Depuis, alors on ne sait pas quand est-ce que c'est les débuts de la performance, mais très très tôt, il y avait une forte dimension de revendication, de politique dans la performance. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de processus inverse, c'est qu'il y a eu des hommes politiques, des femmes politiques, des mouvements politiques qui ont emprunté la forme de performance justement pour exprimer des choses. Et ça m'échappe, mais il y a un homme politique du Nil qui va bientôt être recouverte par la montée des eaux, qui a fait par exemple un discours avec un pupitre, en costard, cravate, etc., et qui était en fait à moitié dans l'eau. Et donc ça, c'est vraiment une référence aux performances artistiques engagées, mais c'est un homme politique qui utilise cette forme pour faire un discours officiel. Et donc c'est vrai que je trouve ça intéressant que ça passe de l'autre côté. Et d'autre part, pour l'activisme des écologistes, de certains écologistes aujourd'hui, c'est vraiment intéressant aussi de voir qu'ils décident d'agir dans des musées. Et je trouve que ça me paraît important aussi de dire qu'ils n'ont jamais détruit d'œuvres, puisqu'ils savent qu'ils lancent par exemple de la soupe sur des tableaux qui ont une vitre et qui ont une protection. Donc en fait, c'est le mouvement de faire peur, d'inquiéter, comment oser faire ça, etc. Mais ils savent qu'en fait, c'est pas une vraie dégradation. Donc je trouve ça intéressant en tout cas d'observer un petit peu cette limite qui n'est pas franchie, et je trouve heureusement pour les activistes écologiques. Et d'autre part, sur l'autre question, donc c'est vrai que Pinoncelli, c'est quelqu'un qui était un peu un électron libre, je dirais. Donc c'est vrai qu'il a fait partie de l'école de Nice dès le début, puisque cette école, donc, qui n'était pas une école, contrairement à ce que dit le policier dans le film, qui dit oui, Pinoncelli a étudié la peinture à l'école de Nice, ça ne veut rien dire. L'école de Nice n'est pas une école avec un bâtiment, des professeurs et des cours. C'est, disons, un mouvement artistique qui est un peu difficile à définir, si ce n'est géographiquement et temporellement, puisque à Nice, il y a eu beaucoup d'artistes au même moment qui ont fait des choses étonnantes. Et ça regroupe des choses vraiment variées, puisqu'il y a d'une part les nouveaux réalistes, il y a d'autre part Fluxus. Bon, enfin, il y a eu une école de Nice qui a été d'abord exposée avec un point d'interrogation par le galeriste Alexandre de la Salle, et je crois que la première exposition de l'école de Nice, c'était en 1967. Elle s'appelait École de Nice, point d'interrogation. Dedans, il y avait Armand, Ben, César, Yves Klein et Pinoncelli. Donc, il était à la première. Et pour lui, ça lui a toujours plu dans un esprit comme ça, un peu de camaraderie. Il a toujours été fidèle à l'école de Nice, alors que d'autres artistes, à un moment donné, ont dit non, mais ça veut rien dire dans l'école de Nice. Il y a des courants tellement différents que je me reconnais pas là-dedans. Donc je quitte, entre guillemets, l'école de Nice. Il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans cette appellation. Lui, il a toujours aimé, mais bien sûr, c'est un électron libre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais suivi des indications. Il n'a pas non plus suivi un style. C'est intéressant de voir que entre la série des morts en 1962 et l'année d'après les Métamorphoses, où tout d'un coup c'est en blanc sur fond blanc, et en 66, 4 ans après, tout d'un coup l'explosion de couleurs, etc. On sent aussi qu'il ne se sentait pas obligé de poursuivre dans un même style qu'il approfondissait. Et donc ce côté électron libre, c'est vrai, à flirter avec Fluxus, avec Dada, avec la peinture, avec la performance. Mais je dois dire qu'il a tellement choqué tout le monde, il a choqué aussi le monde de l'art, et que finalement, il m'a dit quelque chose que j'ai vérifié dans mes recherches. Il m'a dit, quand je suis passé des peintures au happening, les articles sur mon travail sont passés des pages culture aux pages faits divers.
Et c'est vrai, je l'ai vu dans mes recherches, c'était souvent dans les faits divers qu'on parlait de Pinoncelli, et par définition, c'est vrai que les faits divers, en général, on les oublie. Donc il a pris le risque, quelque part aussi, de disparaître. Il arrête de peindre, il fait des actions dans la rue sans prévenir personne. Il n'y a pas forcément des gens pour photographier, pour filmer. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un long travail pour trouver des archives, pour avoir les matériaux pour faire ce film. Mais dans cette fragilité, d'être à la limite de disparaître, eh ben, il y a la force d'un geste qui peut malgré tout ne pas disparaître et continuer de vivre dans l'esprit du public. Et Michel Guin, que j'ai interviewé dans le film, une séquence que je n'ai pas mise dans le film, mais disait qu'il essayait de définir un petit peu ce qui faisait la force d'une œuvre d'art, indépendamment du fait que ça puisse être une performance, un dessin, une peinture, une sculpture, une installation. Il m'a dit ce qui fait la force d'une œuvre d'art, finalement, c'est sa capacité à féconder l'esprit du public. Et j'ai trouvé cette définition intéressante. Et donc, je pense que c'est ça aussi la force de Pinoncelli, c'est que moi, il me fait un peu pétiller le cerveau, quoi. Quand je vois les trucs de Pinoncelli, je sens qu'un geste en dit plus long que des longs discours. Elle a fait réagir aussi. Il y a eu des moments de réaction au sens réactionnaire aussi. Il y a eu Ah bah oui, bah bien sûr, il a beaucoup choqué. Et il y a des gens qui l'ont classifié très vite en disant, bon, c'est un vandale. Et donc, il y a des gens qui étaient, par exemple, contre l'art contemporain, qui étaient ravis que quelqu'un ait cassé l'urinoir de Duchamp. Alors que pour lui, c'était un hommage à Duchamp. Donc, en fait, il y a eu des incompréhensions totales. Et c'est vrai qu'il est méconnu et mal compris. Moi, la première fois que j'ai lu un article de lui, j'étais étonné à chaque paragraphe de voir ce qu'il avait fait. Et en même temps, je me disais, mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Parce que la seule chose que j'avais entendu parler, comme beaucoup de gens, c'est en 2006, une émission de radio que j'ai mise d'ailleurs dans le film, qui disait qu'un homme de 77 ans a cassé l'urinoir de Marcel Duchamp. C'est la première fois que j'ai entendu parler de lui. Donc il n'y avait pas son nom, on ne disait pas que c'était un artiste. Et donc, en l'absence d'informations supplémentaires, je me suis dit, quel dommage, ça doit être un déséquilibré qui a fait ça, ou quelqu'un qui est hargneux vis-à-vis de l'art contemporain. Donc, quand 3 ans plus tard, j'ai lu cet article de Saran Alexandrian, qui est un historien d'art qui est dans le film, là, je suis tombé des nues. Et après, plus j'ai approfondi, plus j'ai trouvé sa démarche unique, intéressante, mal comprise. Et donc, jusqu'à finalement lui écrire, le rencontrer. Et c'est le jour où je l'ai rencontré en 2010 que j'ai décidé de lui consacrer un film pour retracer l'entièreté, pas l'entièreté parce qu'il n'est pas exhaustif, mais de tracer quand même une ligne entre son enfance et ses dernières performances. Juste pour revenir en arrière une seconde sur Pinoncelli, moi il y a évidemment dans les choses qui m'intéressent, c'est quand même un fil conducteur sur le corps qui est très fort, sur la confrontation à la loi et à l'institution, et c'est une chose qu'on retrouve aussi, je sais par exemple qu'il y a la performance de Chris Burden que vous connaissez peut-être quand il tire sur l'avion, qui pour moi est dans la même catégorie entre guillemets, qui est un acte illégal qui vaut une série d'emmerdements. J'ai eu à gérer aussi moi un tournage avec Marina Abramovic où on devait refaire pour un producteur la performance où avec Ulay et l'arbalète. Et à un moment dans les contrats, j'ai dit au producteur me dit qu'est-ce que je risque? Je dis la tôle, puisque s'il loupe le truc, il y en a un des deux qui va être transporté par une arbalète, donc faute d'avoir des archives utilisables, on devait la refaire. Et donc le producteur m'a dit je dois pouvoir me couvrir quand même dans une clause. J'ai dit non, si quelqu'un meurt parce qu'on lui tire dessus avec une arbalète, je vois pas bien, on peut rappeler que c'était un tournage d'une œuvre d'art, mais quand même ça risque de pas fonctionner jusqu'au bout. Devant la police ou devant la justice. Voilà. Donc c'est des questions qui sont toujours intéressantes. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est évidemment dans toutes ces démarches, il y a des questions artistiques, puis il peut y avoir des questions politiques. Quand Pierre Pinoncelli se coupe la phalange, on est dans une performance artistique et on est dans un geste de soutien à Ingrid Betancourt. Les FARC, Ingrid Betancourt, les enlèvements, enfin le film se termine beaucoup sur cette performance. Et donc on voit le glissement qui se fait assez facilement. Ce glissement, moi je l'ai souvent rapproché, encore une fois, de ce que j'ai plaidé par ailleurs comme acte de désobéissance civile. Hein, c'est une petite histoire de la performance politique qui va titiller la loi ou la juridiction, ou en tout cas le droit pour le faire avancer la société. C'est Rosa Parks sur un banc
aux États-Unis réservé aux Blancs et qui est arrêtée, et elle le fait sciemment pour être jugée et pour susciter le débat et la polémique et l'avancée de la législation contre les discriminations et cette espèce d'apartheid. Il y a mon amie Gisèle Halimi, avocate décédée, mais qui plaide l'acte volontaire pour l'IVG en 73 à Bobigny. Il y a les OGM avec José Bové, arrachés pour provoquer un débat public. Et moi, en 2004, j'ai fait, avec Noël Mamère, avec Pierre et Gilles, avec Derrida, on s'est occupé, on s'est retrouvé embarqué dans un truc qui s'appelait le mariage de Bègle. En janvier 2004, il y a un débat en Californie, on autorise le mariage entre personnes du même sexe. Au même moment, en France, un garçon est brûlé dans le nord de la France, dans son jardin, par un cocktail Molotov. On apprendra après qu'il l'a lui-même jeté, enfin que c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quelque chose qui se noue là. Et avec Didier Ribon, Pierre et Gilles, Jacques Derrida, Jeanne Birkin, c'était assez chic, je trouve, enfin pour moi en tout cas. Et on se retrouve à signer une tribune dans Le Monde en disant il est temps de reconnaître le mariage entre personnes du même sexe. Noël Mamère, qui est un ami, et à l'époque est député maire de Bègle, à côté de Bordeaux, signe cette tribune. On est 7 ou 8 signataires. Et Noël m'appelle quelques jours plus tard, il me dit qu'est-ce que je fais ? Il y a 2 types qui se sont pointés à la mairie. Ils lisent pas Le Monde, c'est pas tout à fait le genre, mais ils ont écouté Sud Radio qui a parlé de l'article du Monde et ils allaient pour se paxer et ils se sont dirigés vers la mairie et demandent que je les marie. Et j'ai dit à Noël, on va être cohérent et jusqu'au bout. Je pense qu'il faut le faire. C'est illégal, mais il faut le faire parce que c'est ce qu'on a cherché avec cette tribune, c'est lancer un débat ou quelque chose. Donc si on fait ce mariage, moi à l'époque j'étais élu à Paris par ailleurs, donc j'avais mon écharpe, etc. Et on a décidé d'organiser en sachant que Noël m'a dit qu'est-ce que je risque ? Je dis tu vas être poursuivi par le préfet qui va demander qu'on te retire ton titre d'élu, y compris ton immunité parlementaire. Et puis les mariés seront poursuivis. Sur les maris, on va être poursuivis pour avoir commis une chose illégale et les mariés vont être poursuivis également. Mais le mariage sera valable jusqu'au moment où le jugement tombera. Et on fera des recours, cour d'appel, cour de cassation, cour européenne des droits de l'homme, ce qu'on a fait. Et le mariage sera valable jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale. Et on s'est embarqué dans ce truc en se disant on verra bien. Et ça a pris un effet et une force en quelques mois. On a programmé le mariage exprès le plus loin possible pour pouvoir bénéficier d'une chambre d'écho assez phénoménale. Et on s'est retrouvé au mois de juin. Entre janvier, on fait cette tribune et le mois de juin, on fait ce mariage. Il y a eu un bordel absolument immense. Philippe de Villiers est venu manifester devant la mairie. Enfin, c'était assez ahurissant. Et il y avait les élections européennes et je suis rentré de Bègle, moi, avec mon écharpe. Et en entendant que le procureur lançait le procès contre Noël Mamère et contre les mariés. Et en même temps, j'écoutais aux infos Christine Ockrent qui disait dans son émission qu'elle avait sur je ne sais plus quoi, sur France Info, disait les Français vont voter dans une semaine aux élections européennes. Parmi les 3 sujets qui les occupent le plus, il y a le mariage gay. Je me suis dit, c'est déjà le début de quelque chose. Et quelques mois plus tard, le Pacs a été amélioré. Nicolas Sarkozy a aligné le régime fiscal du Pacs. Enfin, puis le débat sur le mariage pour tous a démarré. Donc, il y a quelque chose dans cet acte, voilà. C'est pour ça que je ne fais pas de distinguo entre ce que font des artistes avec une connotation purement artistique, ou un peu politique, complètement politique. Peu m'importe, c'est un peu la même logique. Il y a l'idée de se confronter à quelque chose de figé pour le oui, pour le bouger, bien sûr. C'est de la ce que diraient les milieux réactionnaires, disent c'est de la provocation. Pour moi, c'est de l'agitation dans le bon sens. C'est de la façon de faire bouger les lignes. Voilà, ça s'appelle les désobéissances civiles chez les uns, ça s'appelle, encore une fois, la performance artistique ou peu importe chez les autres. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que tous ces artistes dont on parle sont des gens qui manipulent les deux. Voilà, donc si je termine avec, je reviens à Alberto Sorbilli, juste pour ne pas oublier quand même dans la beauté de la chose, je vous raconte juste une anecdote qui m'est revenue. Alberto a organisé il y a quelques années chez lui un anniversaire, son anniversaire, qui lui a permis de mettre en application un bon nombre de théories devant le milieu de l'art lui-même qui commençait à dire mais c'est un artiste, il a le droit d'aller se prostituer devant la Joconde. Et on est chez Alberto dans un appartement haussmannien, pas très cher, je vous rassure, ça ne permet pas la performance de gagner de quoi s'acheter un vrai bel appartement haussmannien. Donc c'est un peu déglingué. C'est déglingué au point qu'il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien, il y a juste un espace vide, il y a des moulures, il y a une baignoire au milieu de la pièce principale,
avec une baignoire avec des pattes de lion, vous voyez, une grosse vieille baignoire, et il y a une sorte de goutte à goutte qui tombe, et il y a un petit peu d'eau qui se remplit peu à peu. Et il y a là Catherine Millet qu'on voit dans le film de Virgile, il y a moi, il y a des gens du milieu de l'art, et puis on est en train de picoler un peu, c'est un anniversaire, donc il y a du champagne, du vin, on mange, on discute, puis au bout d'un moment, il y a une fille dans l'assemblée qui se déshabille complètement et se met dans la baignoire. Moi, je me dis, comme tout le monde, elle a bu un coup de trop, elle a envie de se rafraîchir, elle est dans la baignoire est déjà un peu pleine, et puis à un moment, elle se laisse couler dans l'eau. Elle va sous l'eau, la tête comme ça. Alors on regarde, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Je regarde les autres en me disant, est-ce que quelqu'un va bouger, est-ce qu'elle est juste la tête sous l'eau, ou est-ce qu'elle est en train de se noyer, est-ce qu'on va être comme des cons, c'est-à-dire 15 directeurs de musée, un avocat, avec une morte par noyade au milieu d'un appartement dans Paris. Et puis, on est encore en train d'hésiter, parce qu'on a tous un petit moment de ralentissement, dû à l'alcool, dû au moment, etc. Et puis, la porte de l'appartement commence à tonner, ça fait boum, boum, boum. Et la porte est défoncée par des pompiers avec des haches qui rentrent. Et alors nous, on est encore plus subjugués. Les pompiers rentrent avec la grande tenue des soldats du feu. Et puis un pompier se précipite vers la baignoire, sort la fille, l'embrasse, lui fait un bouche à bouche pour la réveiller. Et elle lui dit « mon héros, mon sauveur ». Et ils s'embrassent langoureusement. Et nous, on est comme des cons. Et c'est une performance d'Alberto pour le plaisir de voir comment réagissent les gens de l'art qui se croient si savants sur ce qu'est la performance, qu'il faut faire, le droit, le devoir, l'assistance aux personnes en danger, enfin bref. Et il avait payé des pompiers de la caserne du coin leur disant vous aurez un bon coup à boire et puis vous embrasserez une jolie fille et puis ça vous fera un truc, les bourgeois auront l'air un peu cons. Et c'était réussi. Voilà. Donc, mais ça montrait bien et je me suis dit, j'ai reparti avec Catherine Millet, je lui ai dit je ne sais pas ce qui nous serait arrivé si la performance avait loupé, si les pompiers n'avaient pas réussi à casser la porte, si la fille était morte, voilà. Donc ça m'intéresse parce que ça a beaucoup bougé. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à tout ce que je plaidais ou regardais avec un air un peu purement technique, de se retrouver placé soi-même dans cette situation, d'être le spectateur de la performance qui vous joue un tour. Oui, c'est vrai qu'à ce propos, Pinoncelli s'est posé parfois ce type de questions parce que, par exemple, quand il a fait l'hommage à Monte Cristo, donc où il s'est mis dans un sac avec des pierres et qu'on l'a lancé dans l'eau, il savait bien que les gens qui le lançaient dans l'eau, ils pouvaient avoir une certaine responsabilité s'il lui arrivait quelque chose, et parce qu'il aurait pu mourir. C'est une des performances où il a risqué sa vie. Et donc, sur le bateau, on voit un moment la photo. Il avait écrit sur le sac, et il y a aussi un panneau sur le bateau où il y a écrit « Je sous-signé Pierre Pinoncelli, etc. Assume toute responsabilité si ce happening termine mal ». Mais en fait, je crois que dans un cas comme ça, et je vous pose la question, s'il était mort, je pense que les autres auraient quand même une certaine responsabilité, parce qu'il y a peut-être un homicide involontaire, il y a peut-être non-assistance à personne à danger, il y a peut-être je ne sais plus quoi en bande organisée, parce que c'est un certain nombre sur le bateau pour faire ça. Donc je pense que malgré ce panneau, il risquait quand même un certain nombre de problèmes juridiques, non ? C'est exactement comme Marina Abramovic, Oulay et le producteur, et Pierre Couliboeuf, le réalisateur qui était là, et même moi comme avocat qui leur dit je fais les contrats, mais quand même avec des clauses qui ne valent rien, dans lesquelles, voilà, encore une fois, s'il y a un mort, on ne peut pas s'en exonérer en disant mais c'était de l'art. C'est plus complexe que ça, heureusement et malheureusement. Voilà. Donc la performance de Pinoncelli, oui, sur le bateau, elle est problématique pour ceux qui vont sur le bateau. Voilà, c'est le danger d'avoir des amis artistes. Donc... Est-ce qu'on peut revenir sur l'affaire Pavlansky, qui a été condamné récemment? Et de son point de vue, les photos donc, de Griveaux, c'était une action, à la fois une performance et une action politique. Et bon, maintenant, il a été sanctionné par la loi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup discuté avec lui. Pour des tas de raisons, je ne suis pas son avocat. C'est compliqué de le gérer. Et il m'a dit après, je ne te prends pas comme avocat parce que je suis vraiment trop emmerdant. Donc des gens sont volontaires, donc très bien. Oui, mais j'ai un peu suivi quand même de près, beaucoup même, ce procès, cette affaire. Et je trouve qu'elle est traitée à la rubrique fait divers. Quasiment la semaine dernière, enfin c'était une brève. Alors évidemment l'actualité est un peu particulière en ce moment. Il y a un traitement général, ce qui est logique, un certain nombre de choses qui
qui sont assez logiquement minorés. Mais encore une fois, ça n'arrivait pas dans les pages culture, ça arrivait dans les pages faits divers, et même pas non plus dans les pages politiques, où ça aurait pu, éventuellement, hein, parce que ça a l'intérêt de s'en prendre à Benjamin Griveaux dans ces circonstances-là, que parce qu'il était porte-parole du gouvernement, etc. etc. Peut-être qu'on le regardera différemment dans quelques années. Ça va dépendre aussi de ce que fait Piotr Pawlenski, je pense. C'est quelle est la couleur ou la tonalité de ce qu'il va faire. De ses œuvres, de ses engagements. C'est plein de questions, moi, qui m'intéressent. Alors, il va y avoir un acte 2 parce que lui ne fait pas appel. Il est condamné à 6 mois ferme, mais sous bracelet électronique. Donc, il a dit que ça lui allait très bien et que les juges avaient reconnu le caractère politique en le condamnant. Il n'aurait pas été condamné, qu'il aurait été déçu. Ça va, vous suivez le mouvement. C'est toujours compliqué. Hein, Et en revanche, elle, Alexandra de Taddeo, sa compagne, qui avait fait pas mal la une des journaux, parce qu'elle avait un livre dont elle faisait la promotion au même moment quand le procès a eu lieu en juin. Le délibéré était il y a quelques jours, mais le procès a eu lieu en juin. Elle était venue avec le livre. Ils sont venus tous les deux avec 1 heure de retard, ce qui au tribunal ne se fait jamais, hein, quand on est prévenu, et avec le livre devant elle. Et elle a été condamnée à 6 mois avec sursis. Elle veut faire appel. Donc il y aura, et le ministère public fait appel. Le procureur fait appel, considérant sans doute que la peine est trop entre deux. Donc il y aura un acte 2. Moi, ça m'intéressera beaucoup de voir s'il y a une lecture différente qui est donnée avec un peu de réflexion. On n'a pas encore, pour l'instant, je n'ai pas le jugement. Vous voyez, il y a juste le délibéré, on n'a pas les motivations des juges qui seront rédigées et signées dans quelques jours. Ça m'intéressera beaucoup de voir la façon dont les magistrats ont qualifiés ou pas qualifiés, sont partis sur le terrain artistique, pas le terrain politique, sachant qu'ils ont eu à gérer une audience qui était quand même assez compliquée et assez spectaculaire, voire bordélique, hein, puisque elle est venue. Ils ont eu plusieurs témoins qui sont venus et qui n'ont fait que réciter de la poésie au mois de juin. À la barre, il avait fait citer un certain nombre de gens qui n'ont déclamé que des vers, etc., etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Voilà. Oui, c'était le Tartuffe, merci, c'était le Tartuffe. Mais il y a, voilà, ça m'intéresse beaucoup aussi la façon dont on peut se servir d'une salle d'audience pour faire une œuvre. Parce que quand j'ai défendu Michel Houellebecq il y a une vingtaine d'années pour des propos sur l'islam, qui était l'islam la religion la plus con, des propos qui avaient fait pas mal de bruit, hein, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait énormément de monde qui suivait ça. J'avais fait citer comme témoin notamment Fernando Arrabal, que j'aime beaucoup, si vous savez, et artiste, écrivain, pataphysicien qui a fait de la tôle sous Franco pour blasphème en Espagne. Et Fernando a fait une déposition comme témoin. Le président lui a dit Monsieur Arrabal, vous êtes écrivain, veillez la main droite, etc. Veillez lever la main droite, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et Fernando démarre en disant non, je ne suis pas écrivain aujourd'hui, je vous passe l'accent espagnol, hein, je ne sais pas le faire. Je suis pas écrivain aujourd'hui, j'ai rien écrit aujourd'hui, donc j'ai fait que lire les journaux, donc vous ne mettez pas écrivain. Et je me dis, oh là, ça démarre. Ça faisait 5 heures qu'on avait des débats avec dedans, dans la salle, il y avait Al Jazeera, il y avait des gens bien agités quand même. Hein. Il y avait eu Bruno Maigret qui était venu soutenir Michel Houellebecq sans qu'on lui demande rien. C'était le dissident du Front National, enfin une horreur. Il y avait les Raéliens qui avaient fait une manif. Enfin moi je me disais, on était sous protection policière. C'était quand même un peu tendu hein, d'avoir les flics en permanence, etc. Et Al Jazeera qui filmait mon cabinet. Donc quand Fernando démarre à Arrabal sur ça, la question suivante que vient le tribunal lui dit « Oui, mais quand même, vous avez été cité par Maître Pierrat comme écrivain, donc vous aurez la gentillesse de bien considérer que vous êtes écrivain pour le procès-verbal de la greffière. Hein. Donc il dit « Bon, ok, je veux bien. » Il dit « Mais je ne vais pas jurer parce que je ne suis pas francophone de naissance. » Et le mot « jurer » me semble très dur en français. Donc il dit « Je vais plutôt dire « Je vais essayer de dire la vérité. » Alors, donc ça prend une allure comme ça. Et puis il dit « Puis j'ai aussi autre chose à dire, je ne comprends pas là, parce que derrière vous, juge, il y a une dame voilée. Et alors à la 17e chambre du palais de justice, île de la Cité, il y a une grande Marianne avec une chevelure et une coiffe, entre guillemets. Et il dit, moi ça me dérange beaucoup parce qu'on va parler de l'islam. Quand j'ai été jugé en Espagne, sous Franco, à Madrid, c'était parce que j'avais blasphémé contre le Christ. Or, il y avait un crucifix dans la salle d'audience. Donc il dit, est-ce qu'on peut enlever la dame voilée pour qu'on ait un débat ? Là, le tribunal s'embourbe et dit, ah mais non, c'est Marianne, la République, machin. Donc moi,
commençais à me sentir un tout petit peu détendu, mais en me disant quand même, on n'est pas loin, on va voir. Et le tribunal finit par lui dire bon, monsieur Arabal, là, sincèrement, dites-nous ce que vous avez à dire. Hein, on n'essaye plus de lutter avec lui. Et il dit Santander, Valladolid, Barcelone, Bilbao, Vigo. Et le tribunal l'arrête en disant on ne va pas faire la liste de toutes les villes d'Espagne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et il dit ça, c'est les prisons par lesquelles je suis passé. Ce n'est pas une géographie de l'Espagne. Quand j'ai été incarcéré pour le procès pour blasphème. Là, il y a silence de mort dans la salle, vraiment un grand silence de mort. Et Arabal dit, je voudrais aussi ajouter que les écrivains et les artistes souffrent déjà beaucoup, donc ne faites pas souffrir un peu plus mon ami Michel Houellebecq. Silence de mort de la part du tribunal. Et Arabal sort une petite fiole de sa poche. Il est avec son nœud papillon, il fait 1m50, hein, il est très spectaculaire comme ça, comme petit bonhomme. Il sort une fiole d'alcool, personne ne dit rien. Hein. Il attend, il fait schlac, 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 comme un signe de croix, entre guillemets, sur la salle. Il prend la fiole, il la vide complètement, il fait glou, 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 et il jette la fiole en criant « À ta santé, tribunal !» et il s'en va. Suspension d'audience, suspension d'audience, suspension d'audience. Et moi, je me suis dit, le procès est en train de basculer. Et on est passé du bon côté. Vous voyez, jusqu'ici, c'était tendu, compliqué. Et là, d'un seul coup, c'est une performance. C'est plus un témoignage. Il y avait des témoignages sérieux avant, et là, on est passé dans autre chose. Ça a donné une autre dimension. Et je suis persuadé que, quel que soit mon talent d'avocat, j'ai gagné parce que c'était ce moment-là qui a fait basculer cette audience. Voilà. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc ça m'intéressera de dire le jugement Pawlenski pour voir quelle est la part du Tartuffe, quelle est la part de tout ça, comment c'est perçu. Moi, dans l'affaire Houellebecq, il y a quelques lignes à part sur Arabal pour dire qu'il y a eu quelques incidents dans la salle. Mais je sais que ça a marqué les magistrats. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que Philippe Solers qui venait parler, Dominique Noguès qui parlait de style, etc. etc. Enfin, c'était ça la chose importante. Ça élargit le champ. Ouais. Oui, ça fait réfléchir. C'est un peu le but d'une œuvre d'art, encore une fois. Eh bien, Virgile, Emmanuel, merci de votre venue. Merci à vous deux et puis merci à vous tous d'être restés. Je vous souhaite un bon dimanche soir.